Donc, nous allons poursuivre avec la présentation technique donc, sur les plantes de service, donc définition, déclinaison et fonctionnement. Pourquoi ça m'a paru intéressant de commencer par une présentation sur les plantes de service? Parce que là, vous avez vu, on va manipuler, enfin, on vise à comprendre mieux l'influence du paysage, des IAE, des parcelles adjacentes, de la structure du paysage sur les cultures. Et il y a souvent des confusions et ça va sous-entendre beaucoup de philosophie dans ce RMT. Il y a souvent des confusions entre plantes de service, IAE, culture associée, etc. Et ces confusions, elles sont quand même pas neutres parce que vous allez le voir, un IAE et une plante de service, ça n'a pas la même fonction dans un agroécosystème. Donc, je vais vous montrer tout de suite un tout petit exemple. Donc, là, je vous ai mis une photo, vous avez un champ, puis vous avez une haie, là, un bout de haie qui peut être considéré comme un IAE. Et en fait, quand on va réfléchir en flux, là, vous voyez mes flèches, c'est les flux de bestioles avec des ravageurs spécifiques dans la haie, des ravageurs dans la culture et mes auxiliaires généralistes qui peuvent passer de l'un à l'autre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si mes ravageurs spécifiques dans la haie sont beaucoup plus appétants que mes ravageurs dans la culture? Eh ben, mon auxiliaire généraliste, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préférer les ravageurs de la haie et du coup, il va y aller et il va plutôt y rester. Et ce qui fait que là, dans ce cas-là, mon IAE ne va pas fournir d'auxiliaires pour la culture, il ne va pas y avoir de régulateurs qui vont aller dans la culture, mais l'IAE, il va avoir un aspect contraire, c'est-à-dire qu'il va vider la culture de ses auxiliaires. Alors ça, c'est assez fâcheux parce que du coup, ça fait que installer de l'IAE pour augmenter la biodiversité, ça n'augmente pas ma régulation naturelle dans mon champ. Hein. Et les plantes de service, justement, elles sont là pour parer à cela. Les plantes de service, elles sont là pour gérer les flux, enfin c'est comme ça que je le vois, hein, entre l'environnement des parcelles et les parcelles. Donc les plantes de service sont plutôt mises dans les parcelles. Et par exemple, vous avez sur le petit schéma en bas à gauche, là, la photo en bas à gauche, si vous avez une plante de service qui est très attractive pour les auxiliaires généralistes, c'est pour ça que j'ai mis une petite sucette, hein, parce qu'on attire les gens avec des bonbons, et ben mes auxiliaires, au lieu de retourner dans mon IAE et de rester dans l'IAE, ils vont être incités à aller dans la culture. Et du coup, je vais réussir à créer un flux entre mon IAE et ma culture et à irriguer ma culture d'auxiliaire. Inversement, vous avez de l'autre côté une petite bombe lacrymo. Là, c'est l'inverse, c'est que je vais vouloir faire partir les ravageurs de ma culture. Et là, je vais utiliser plutôt de la plante répulsive pour avoir cet effet-là. Donc, vous voyez qu'en fait, une plante de service, ce qui est intéressant dans une plante de service, ce n'est pas un aspect réservoir, c'est un aspect flux, attiré ou repoussé. Du coup, on peut le symboliser comme ça. C'est un joli schéma. Alors, dans l'axe sur les flux, on précise un peu plus tout ça. Hein. Donc, vous allez considérer, dans une voiture, en fait, vous avez un réservoir d'essence et vous avez une pompe à essence qui alimente le moteur. Si vous avez votre réservoir à essence qui est plein, mais que votre pompe à essence, elle ne marche plus, ben, votre moteur ne démarre pas. Et si on fait un parallèle, une métaphore automobile de la régulation naturelle, on pourrait voir ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai un réservoir, c'est mon IAE, les parcelles adjacentes, le jardin du voisin, les bosquets d'arbres, etc., etc. La prairie, l'abandon herbé et tout ça. Tout ce qui est autour de ma culture, ça va être un réservoir d'auxiliaires. Et en général, ce réservoir, il est assez bien rempli. Et puis après, ces auxiliaires, il faut que j'arrive à les faire aller dans ma culture pour qu'elles fournissent le service voulu à la parcelle. Et là, le service voulu à la parcelle, ça va être mon moteur. Et pour faire passer du réservoir au moteur, il me faut une pompe à essence. Et là, ma pompe à essence, c'est les aménagements qui vont être faits dans la culture. Et là, ça va être l'usage de plantes de service pour attirer les régulateurs, mais aussi de cultures associées. Donc, vous voyez bien, là, on distingue bien deux choses avec deux fonctions différentes dans l'agroécosystème. Une fonction de réservoir d'un côté et une fonction de pompe de l'autre côté. Et l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Enfin, en tout cas, en voiture, ça ne marche pas l'un sans l'autre. Et on voit ça aussi dans l'axe sur les flux. Quand on regarde à partir d'un IAE, une bande fleurie, une haie, etc., quand on regarde la distance d'impact de cet aménagement, on voit en général que
l'efficacité décroît exponentiellement dès qu'on s'éloigne de l'aménagement, et au bout de quelques dizaines de mètres, on arrive à zéro effet. Et là, vraiment, les plantes de service, les cultures associées et tout font que on prolonge l'efficacité à l'intérieur du champ, hein, en créant un flux du réservoir vers la culture. Alors ça, c'est la métaphore automobile. Ah oui, il n'est pas là le schéma. Après, dans l'axe 4, du coup, on fait un schéma qui a l'air un peu plus scientifique, mais qui dit la même chose. Donc, pour moi, avant de faire la distinction entre une haie, une bande fleurie, une bande enherbée, une plante de service, une culture associée et tout ça, il faut faire la distinction entre est-ce que mon aménagement sert à avoir un réservoir ou est-ce que mon aménagement sert à avoir une pompe. Et c'est ça la vraie distinction. Et du coup, une bande fleurie, elle peut être soit un réservoir si elle est mise entre deux parcelles, autour d'une parcelle, de l'autre côté du chemin, des choses comme ça. Là, ça va être un réservoir. Et par contre, si on a des îlots fleuris à l'intérieur d'une culture, là, ça va être considéré comme la pompe. Donc, un même aménagement peut être utilisé dans les deux cas. Mais utilisé en tant que réservoir, on n'aura pas les mêmes exigences qu'utilisé en tant que pompe. Et c'est là où on a des leviers de réflexion pour définir ces aménagements qui sont importants suivant le fait de savoir si on veut un réservoir ou si on veut une pompe. On n'utilisera pas les mêmes plantes, quoi, en gros. Du coup, la définition d'une plante de service, on peut la formuler ainsi. Donc, une plante de service, c'est une plante qui est disposée avant ou pendant une culture, qui est disposée dans ou autour d'une culture et qui apporte un ou des avantages à la culture. Donc, c'est une définition assez large, hein, et les avantages qui sont donnés à la culture sont aussi assez larges. Ça peut être, donc, les avantages au sens large, ça peut être sur la qualité des sols, la fertilité des sols, ça peut être le contrôle des bioagresseurs avec les adventices, les maladies, les ravageurs, et ça peut être le climat aussi, on peut imaginer le climat. Je vous montrerai des exemples en fin de présentation sur le climat. Et ces plantes de service ne sont pas commercialisées et elles peuvent être détruites avant, pendant ou après la récolte. Ça, c'est un point important pour distinguer une culture associée d'une plante de service. Une culture associée, c'est presque la même définition, sauf que la culture associée n'est pas détruite, elle est vendue. Ça n'a l'air de rien, mais comme elle est vendue, on a moins de latitude pour gérer une culture associée. Une plante de service, on peut la laisser mourir, c'est pas grave. Une culture associée, on ne va pas vouloir la laisser mourir, puisque à la fin, on veut la vendre. Une plante de service, on peut avoir des toutes petites surfaces. Un îlot tous les 10 mètres, ça va suffire, ou tous les 20 mètres, ça va suffire. Une culture associée, on va vouloir mettre plus de surface, puisqu'on veut en retirer également des revenus. Donc, en fait, cette petite distinction de commercialisé ou non commercialisé fait que la gestion du système n'est pas la même. Et après, je vous propose une nomenclature pour les plantes de service. Donc, on nomme les plantes de service sur leur action. Donc, par exemple, plante piège, c'est des plantes qui vont piéger, qui vont attirer les ravageurs. Plante répulsive, c'est une plante qui repousse. Ou bien sur leurs caractéristiques. Vous avez les plantes fleuries, c'est les plantes qui vont attirer grâce à leurs fleurs. Et par convention, donc par exemple pour plante fleurie et plante fleurie, une plante qui est fleurie n'est pas forcément une plante de service qui attire par ses fleurs. Donc par convention, moi je propose de mettre un trait d'union pour qu'on sache que quand il y a plante et quelque chose derrière, on parle d'une plante de service. Après, vous validerez ou pas mes propositions. Ce qui va être important également, c'est qu'on se mette tous d'accord sur la nomenclature de ces plantes. Alors en général, plante piège, ça ne pose pas de problème. Plante répulsive, ça ne pose pas de problème. Dès qu'on va arriver sur les plantes qui gèrent les auxiliaires, là en général, il y a un flou. Et on va confondre des plantes relais avec des plantes fleuries, des plantes à pollen avec des plantes réservoirs, etc. Et ce flou fait qu'on a du mal à les caractériser. Et si on les caractérise mal, on a du mal à les choisir. Vous allez voir ça après.
Alors, Alain, excuse-moi, je oui, te coupe. François, une question quant au choix botanique. Peux-tu préciser les différences à faire dans les choix botaniques entre un réservoir et une pompe? Et est-ce ouais. une question de temporalité? Alors, la temporalité peut, enfin, on peut utiliser la temporalité pour s'en sortir. Dans les choix botaniques, en fait, vous allez voir après, c'est essentiellement la présence ou pas de ravageurs spécifiques. Et puis la différence d'attractivité entre la culture et la plante utilisée, que ce soit en IAE ou en plante de service. Mais ça, c'était ma conclusion du PowerPoint. Alors, ça arrive un peu tôt. Enfin, c'est l'une des conclusions. C'est qu'en fait, bon, je vous le dis, hein, après vous aurez l'argumentaire dans l'atelier. En plante de service, on va chercher à avoir une plante dont son intérêt pour l'insecte ne rentre pas en concurrence avec la culture, ou si ça rentre en concurrence avec la culture, il faut que l'attractivité soit moins forte que la culture. C'est clair? Non, je ne pense pas que ce soit clair, mais et par contre, pour un réservoir, cette différence d'attractivité n'a pas lieu, voire même on va rechercher quelque chose qui a une attractivité plus forte que la culture. Et c'est avec la temporalité à ce moment-là qu'on y arrive, c'est-à-dire que on va vouloir qu'il n'y ait plus le levier, enfin qu'il n'y ait plus l'intérêt dans l'aménagement quand la culture est mise en place, pour qu'il y ait un transfert des auxiliaires de l'un à l'autre. Mais ça, c'est en général difficile à gérer et moi, je préférais les solutions avec plantes de service, c'est-à-dire je vais mettre un réservoir avec des ravageurs spécifiques très attractives autour des champs et avec des plantes fleuries, je vais attirer ces auxiliaires à l'intérieur de la parcelle et je n'ai pas de concurrence entre ma culture et ma plante fleurie puisque les auxiliaires vont venir dans la parcelle pour se nourrir sur les fleurs, mais vont pondre dans la culture et ne vont pas pondre sur la plante fleurie. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vous propose qu'on avance et puis peut-être que les choses vont se clarifier au fur et à mesure. Mais c'est des choses qu'on aborde plus précisément dans l'axe flux. L'axe 4, hein, c'est des choses juste après qu'on va aborder de manière plus précise. Donc, des plantes de service qui, à l'époque, ne s'appelaient pas plantes de service puisque la définition et le terme n'existaient pas, c'est par exemple les engrais verts. Hein, typiquement, voilà. C'est mis avant la culture, ça apporte un avantage, et c'est détruit avant la culture, ça rentre dans la définition des plantes de service. Autre type de plantes de service qui sont utilisées, par exemple, en culture de rosier, c'est des plantes assainissantes pour détruire, avant la mise en place d'une culture, des ravageurs comme les nématodes du sol ou des adventices grâce aux plantes allélopathiques. Donc là, vous avez l'exemple de l'œillet d'Inde qui est utilisé pour détruire les nématodes avant la production de rosier. Et ici, vous avez l'exemple du précédent qui est utilisé pour assainir d'un point de vue adventiste les sols. Donc ça, c'est des travaux de l'INRA, INRA de je ne sais plus où, Versailles, je crois. Non, Dijon, si je ne me trompe pas. Vous mettrez dans les commentaires, vous mettrez la bonne réponse si je me suis trompé. Et vous voyez sur la diapo de gauche, là, dans la même parcelle, vous avez à droite la culture de soja avec un précédent sol nu qui est un petit peu envahi de renouer. Et puis à gauche, la même chose, mais avec un précédent avoine où là, il n'y a presque rien. Et à droite vous avez les résultats en graphique où on voit qu'il y a deux plantes qui sont très intéressantes en précédent à l'allélopathique. Là, c'était sur de la culture de maïs, avec l'avoine et l'épeautre qui ont contrôlé énormément les adventices. Et par contre, vous voyez que la moutarde ou la vesse n'a pratiquement eu aucun impact, enfin n'a eu aucun impact sur les adventices par rapport au sol nu. Donc ça, c'est un levier qui est assez connu, hein, mais avec la réduction des herbicides qui va certainement être retravaillé de manière plus approfondie. Et passons au cas des ravageurs. Donc nous, à la station à Angers, on est spécialisé au niveau de la gestion des ravageurs. Donc c'est pour ça que là, je vais vous en parler beaucoup.
On travaille le système de plantes de service depuis longtemps, hein. Ça fait depuis 2005, je crois, qu'on a commencé à travailler cette thématique en travaillant sur des plantes pièges. Et du coup, au fur et à mesure du temps, on a acquis en compétences et puis en expérience et on arrive maintenant à conceptualiser un peu les choses. Donc, ces plantes de service, donc il y a pour les ravageurs, il y a 3 effets recherchés. C'est soit attirer, soit maintenir sur place, soit repousser. Sur les ravageurs, vous allez voir que attirer, on va l'avoir dans les 2 premiers cas. Sur les plantes indicatrices ou plantes témoins, c'est l'équivalent des rosiers devant les plants de vigne, hein. C'est la même chose, c'est je mets une plante hypersensible, je vais regarder que cette plante-là et quand je commence à voir le ravageur sur cette plante-là, ben, je vais m'inquiéter de ma culture. Si je n'ai pas le ravageur sur cette plante-là, je n'ai pas à m'inquiéter de ma culture parce que je sais que quand le ravageur arrive, il ira en premier sur cette plante-là. Quand on pousse le phénomène plus loin, on va appeler ça une plante piège, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois cet aspect détection, mais aussi l'aspect régulation du bioagresseur en le détruisant sur la plante piège. Et je vous montrerai des exemples pour vous montrer comment on fait. Le 3, c'est je repousse mon ravageur. Donc là, c'est les plantes, c'est les exemples de plantes répulsives. Je mets des plantes avec des odeurs assez nauséabondes pour nos ravageurs ou qui couvrent l'odeur de la culture et du coup, ils n'arrivent plus à trouver leur plante hôte et ils se barrent ailleurs. Et quand on associe les deux, plantes pièges et plantes répulsives, donc plantes répulsives dans le champ et plantes pièges autour du champ, c'est ce qui s'appelle la stratégie push-pull. Et enfin, il y a des travaux qui commencent à être faits, enfin qui sont réalisés sur des plantes écrans, c'est-à-dire des plantes qui vont cacher la culture pour des ravageurs qui volent pas très haut. Donc là, ça va être des écrans avec du miscanthus, avec des haies, des choses comme ça pour pour cacher la culture. Ça peut avoir un effet pervers parce que si le ravageur est à l'intérieur de la parcelle, eh ben, il n'arrive pas à en sortir. Donc là, c'est pas forcément toujours bénéfique. Et puis, si on regarde les actions sur les auxiliaires, donc là, on a identifié pour l'instant 4 actions principales. On va avoir les plantes fleuries, donc c'est des plantes qui vont fournir du pollen ou du nectar dans leurs fleurs. On pourrait y associer aussi des plantes nectarifères, c'est-à-dire des plantes qui fournissent du nectar extrafloral, qui est pas mal travaillé pour les hyménoptères parasitoïdes. Donc là, on a une plante qui sert à nourrir les adultes floricoles. Et ces adultes floricoles, se nourrissant sur la plante fleurie, vont aller pondre à proximité et les larves vont faire la régulation dans la culture. Ça, c'est le deuxième type de plante de service qu'on a travaillé à partir de 2007 et vous verrez avec des résultats très intéressants. Le deuxième type, c'est ce qu'on a appelé la plante à pollen. C'est en fait là des plantes anémophiles, c'est-à-dire que le pollen est diffusé dans l'air et du coup il va se répartir dans la culture. Et les auxiliaires polyphages vont manger le pollen sur la culture en l'absence de proie. Et ça va permettre de les maintenir plus longtemps, ça va même des fois leur permettre d'avoir une reproduction et du coup d'avoir une population assez importante quand le ravageur va arriver. C'est un système qui est bien étudié au niveau des acariens prédateurs avec des efficacités sous abri assez intéressantes. Le troisième type pour les auxiliaires, c'est ce qu'on va appeler des plantes habitat. C'est pour l'instant travaillé au sein du réseau Astrador et CTIFL, si je ne me trompe pas. Et nous, on le travaille sous l'aspect tige. On met des tiges, des fagots de tiges dans les parcelles. Et là, le but, c'est de fournir un habitat au régulateur. Et sans cet habitat, le régulateur n'est pas présent. C'est l'équivalent pour les insectes des nichoirs à mésanges, hein, typiquement. Et pareil, je vous montrerai un petit exemple. C'est peut-être des moyens très simples qu'on a sous-estimés et qui ont l'air assez prometteurs. Et enfin, il y a le dernier type, qui est le type le plus connu, qui s'appelle le système de plantes relais ou de plantes réservoirs. Et là, on permet la reproduction du régulateur en fournissant des prods de substitution.
On appelle souvent plante de service, enfin on pense souvent que plante relais, c'est un synonyme de plante de service, hein, donc attention, c'est là où il y a souvent des erreurs. La plante relais, c'est l'un des premiers types de plantes travaillées, donc c'est un terme qui est bien connu, ça s'appelle banker plant en anglais, qui en traduction française est plutôt plante réservoir, hein. Banker plant, c'est plutôt plante réservoir que plante relais. Et il faut faire attention, ça correspond vraiment qu'un seul type de plante, hein, c'est les plantes qui hébergent un ravageur spécifique et qui permettent la reproduction du régulateur. Il faut bien restreindre à ça parce que c'est ce type de plante-là, vous allez voir, c'est celui où je suis le plus sceptique quant à son utilisation en tant que plante de service, pas en tant qu'IAE, en tant que plante de service. Ok, ça va? On va dire oui. Ah, j'entends tout le monde là dire oui, 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 ça va. Alors, commençons sur les plantes pièges. Donc, plante piège, c'est très simple, hein, c'est une plante hyper attractive qui est mise dans une culture et le ravageur va aller sur cette plante-là. Vous voyez, c'est mes petites flèches rouges. Si le ravageur est dans la culture, il va se déplacer sur la plante piège et si le ravageur arrive de l'extérieur, il va d'abord aller sur la plante piège avant d'aller sur la culture. Il y a une petite croix à ne pas oublier là sur mon schéma. Cette croix, ça veut dire qu'il faut réguler le ravageur sur la plante piège parce que si on ne fait rien, au bout d'un moment, le ravageur il est super content sur sa plante favorite, il se reproduit à fond et ça fait une plante réservoir à ravageurs. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, souvent, les échecs de plantes pièges, c'est parce qu'on ne régule pas la reproduction du ravageur sur la plante piège. Il y a plusieurs moyens de réguler cette reproduction. Il y a l'utilisation d'auxiliaires, il y a utilisé une faille biologique, il y a remplacé les plantes régulièrement. Donc en grande culture, c'est quand on détruit les bandes, la moutarde par exemple pour les altises, on va détruire la bande piège pour détruire les larves à l'intérieur des plantes pièges. Donc il y a plusieurs moyens pour détruire ce ravageur, mais bien avoir en tête qu'une plante piège, il faut une très forte attractivité, mais il faut surtout savoir comment réguler le ravageur, sinon on est un peu dans l'impasse, à part remplacer les plantes par des neuves, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, quelques exemples, bon voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Il y a quand même un truc, c'est que ça suppose deux choses. Ce flux de ravageurs, ben, c'est qu'il faut que le ravageur il aime plusieurs choses à la fois, donc il faut que ce soit un ravageur polyphage. Et pour trouver une plante hyper attractive, en général, il faut des ravageurs qui soient largement polyphages. Et en plus, il faut qu'ils soient mobiles, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moins la forme adulte se déplace. C'est-à-dire que les pucerons aptères, avec ce système, on va peut-être réussir à piéger les pucerons ailés quand ils arrivent au printemps ou pendant les vols de dissémination, mais on n'arrivera pas à piéger les pucerons aptères. Donc, ça va être réservé qu'à certains types de ravageurs, vraiment les ravageurs polyphages et mobiles. Par contre, une fois qu'on a trouvé le bon trio, c'est-à-dire culture, ravageur, plante, piège, c'est une méthode qui marche extrêmement bien. Quand on gère la reproduction, si on ne gère pas la reproduction, c'est une méthode qui peut être dangereuse. Mais sinon, c'est une méthode qui marche extrêmement bien, qui est très robuste et qui marche dans beaucoup de situations et facile à gérer. Là, vous avez des exemples. Donc là, vous avez donc ma petite photo, c'est une aubergine en culture de fleurs coupées de rosier. Il faut savoir que dans cette entreprise-là, on a géré les aleurodes sans aucun traitement pendant 1 an. Donc là, on a vraiment une efficacité très bonne de la méthode. Je vous montrerai comment réguler le ravageur juste derrière. Bon, il faut savoir que ce qui était marrant, c'est que comme on a réglé le problème à l'Europe de la culture de rosier, après, il a eu de l'acarien. Mais là, on avait, là après, notre plante piège, elle ne faisait rien contre l'acarien. Donc, il a fallu qu'il intervienne après en lâcher d'auxiliaire ou en traitement contre l'acarien. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde mon petit truc rosé, là, c'est des évaluations de coûts en culture de Princessia qui sont réalisées, là, c'est des estimations réalisées sur 3 stations d'expérimentation sur plusieurs années d'essai. Et vous voyez qu'on a des coûts avec les plantes pièges, donc la dernière ligne, qui sont comparables à des itinéraires conventionnels. En conventionnel, dans tous nos essais, on a été de 0 à 600 € pour 1000 m². Alors 0, ben, c'est quand il n'y a pas d'aleurodes, hein, et 600 €, c'est quand il y en avait beaucoup. Et puis avec nos plantes pièges, on est de 100 à 1000 € par 1000 m². Donc 100,
c'est quand il n'y a pas d'aleurodes, pareil. Donc, c'est prix en gros des plantes pièges et de leur entretien pendant la culture. Et 1 000 €, c'est avec les lâchers d'auxiliaires sur les plantes pièges. Et la médiane des coûts, ce qui est intéressant, c'est que la médiane est la même. Donc là, quand on nous dit les méthodes alternatives coûtent plus cher que le conventionnel, là, on a une méthode qui coûte pareil, voire moins cher. Donc, on a vraiment un truc intéressant. Alors, c'est marrant parce que c'est une méthode qui n'est pas beaucoup utilisée, parce que là, ça demande une intervention par semaine, qui n'est pas beaucoup utilisée en entreprise, parce que ça change beaucoup l'habitude de l'entreprise. Une entreprise va tolérer de traiter 1 fois par semaine, c'est normal, mais aller voir des aubergines 1 fois par semaine, c'est bizarre et c'est pas normal. Et surtout, aller voir des aubergines où il n'y a rien dessus, quand ça marche bien, il n'y a pas de ravageurs sur la plante piège, et ça paraît encore plus bizarre. Donc là, la sociologie, il faudrait qu'elle s'empare de ça. Alors, je vais vous montrer l'astuce qu'on utilise sur Trialeurodes, donc, qui est l'aleurodes dessert. Nous, on est gêné par 2 types d'aleurodes, Bemisia et Trialeurodes. Et avec Trialeurodes, ce qui se passe, c'est que c'est une bestiole qui se concentre sur les feuilles des apex, entre la 3e et la 6e en général, pour se reproduire. Donc, tous les adultes, ils arrivent au même endroit, ils font les choses que vous imaginez, et après, ils pondent. Et du coup, sur les plantes, au fur et à mesure de leur croissance, on a des strates. Donc, les strates hautes, on va avoir que des adultes. Ensuite, on va avoir les pontes, après les jeunes larves, après les vieilles larves, et après les émergences de la génération suivante qui vont se disséminer et retourner sur les apex des plantes. Et en utilisant cette stratification, eh ben, on casse très facilement le cycle de reproduction et du coup, on contrôle totalement les ravageurs, c'est-à-dire qu'on passe 1 fois par semaine et à chaque fois qu'on voit une feuille avec des larves, on retire la feuille. Et du coup, on n'a pas d'émergence. Donc là, sans auxiliaire, sans traitement, on casse le cycle de reproduction du ravageur. Une deuxième chose, vous voyez une deuxième astuce, vous voyez que les adultes se concentrent sur les feuilles des apex. Donc, de temps en temps, on va tailler l'aubergine pour qu'elle fasse plusieurs apex, pour qu'elle puisse accueillir plus de ravageurs et du coup être plus efficace. Donc voilà, c'est toujours intéressant quand on va regarder les cycles biologiques des ravageurs, c'est de trouver une faille, j'appelle ça une faille biologique, moi, c'est-à-dire un endroit où en faisant une petite action, pendant le cycle d'un ravageur, en faisant une petite action, on arrive à avoir un grand effet. Et ça, quand on trouve ça, c'est génial. Je vous rassure, sur le TRIPS, on ne l'a pas trouvé. Ah tiens, c'est doublé. Alors attendez, hop, hop, je reviens, j'étais un peu trop vite. Voilà. Donc voilà pour l'aleurode. Voilà pour un autre ravageur, donc c'est pour l'oturynque. Donc c'est un charançon qui mange les racines en pépinière. Et là, c'est la plante piège du fainéant parce qu'il y a une reproduction par an de l'oturynque. Donc, il y a 2 actions à faire par an. C'est on pose la plante au printemps et on la détruit à l'automne. Et on a fini, on n'a rien d'autre à faire. Donc là, cette méthode, elle passe en entreprise. Donc, vous voyez que au niveau des coûts, on est à 356 € main-d'œuvre comprise pour 1000 m². Et avec les méthodes actuelles, il n'y a plus de traitement chimique contre l'oturynque, donc on n'est qu'avec des nématodes. Et là, sans la main-d'œuvre, sachant qu'il faut appliquer peau à peau les nématodes, on est déjà à 516 € juste en intrant pour 1000 m². Donc là, on a un truc qui est vraiment pas cher et super efficace. On a des élevages d'oturynque, s'il y en a qui en veulent, on peut leur vendre des œufs, des larves ou des adultes. Petite. Et là, vous allez avoir, là, vous voyez une plante piège. Donc, sur ma photo, là, vous voyez les cupressos, et puis au milieu, là, il y a un pot de bergénia, donc c'est lui la plante piège. Et vous voyez ici un bergénia qui s'est fait bien attaquer, qui est en fin de saison, donc vous voyez, il n'y a plus aucune racine. Et le petit truc blanc, là, en virgule, sous le bergénia, c'est une larve d'oturynque. Donc, on voit très facilement si ça marche quand les bergénias deviennent rouges, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de racines et qu'ils sont entièrement bouffés leurs racines par les larves. Là, vous avez un résultat où vous voyez le témoin en bleu, vous voyez nos plantes pièges qu'on protégeait en gros à 50% et qui n'étaient pas les meilleures plantes pièges. C'est du taxus et du fusain avec le bergénia, on est meilleur que ça.
Et vous voyez un autre truc là, la courbe violette qui est encore meilleure, c'est marqué sarrasin. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on aime bien. Le sarrasin, c'est un paillage pour éviter les adventices. Et on s'est rendu compte qu'avec ce paillage, les Authurinques, ils n'aimaient pas du tout aller pondre là-dedans. Et que ça permettait de détourner les pontes d'Authurinques. Donc là, on a un truc à double effet. Donc ça, on aime bien les trucs comme ça, à double effet. Et en rajoutant le sarrasin sur la culture à nos plants de piège sans sarrasin au milieu de la culture, ben on arrive encore à optimiser l'efficacité de nos plants pièges. Donc là, en couplant les deux, on arrive à avoir des efficacités très fortes. Et avec 2 actions par an, donc c'est vraiment le top. Je me permets de t'interrompre, Alain, juste pour une Ouais. précision, c'est bien la cosse de sarrasin. Il ne faut Oui, pas imaginer une culture de sarrasin en même temps dans les pots, hein. C'est la cosse qui est utilisée ah oui, oui. C'est la en cosse de paillage. sarrasin. Ouais. Et il faut qu'elle soit pas trop cassée, il faut qu'elle soit encore en volume pour qu'elle marche le mieux possible. Ça, c'est des travaux qu'on a en cours. Donc, c'est pareil, plan de piège à Dupont-Chéliat, Fauvé, Alice. Le cycle, là, c'est 1 mois. Donc, on imagine une intervention tous les mois. Et vous avez les résultats issus de cette année avec un test de plan de piège potentiel. Vous voyez vraiment que le Cher se distingue par rapport à tout le reste. Et vous avez les résultats d'un test en culture où on a eu 0,07 larves chenilles de Dupont-Chéliat sur la culture de cyclamène et 13 chenilles sur les plants de piège de chair. Et on a fait aussi des tests de contrôle et apparemment, pour l'instant, ce sera confirmé, mais on en a 2 moyens de contrôle efficaces. Donc, Bacillus thuringiensis appliqué presque en arrosage sur les plants de piège et Dalosia qui est un petit staphylin qui aussi également a réussi à bien réguler les pontes sur les plants de piège. Donc là, on est presque abouti. L'an prochain, on va faire les tests en production. On va vérifier qu'on arrive bien à tuer les larves et tout ça. Donc là, je pense que l'an prochain, ce système va pouvoir aboutir. C'est Tom qui en est en charge, ça lui met un peu de pression. Voilà, au niveau des plants de piège, au niveau de l'horticulture, on pourra en reparler dans l'axe 4, mais il y a des exemples qui peuvent être comparables en colza, quand on utilise les variétés précoces pour attirer les charançons ou les méligettes. Et puis, on a la variété un peu plus tardive et un peu plus basse et productive qui est mise dans le même champ. On peut considérer que la variété précoce et haute, c'est la plante piège de la culture qui est en dessous. C'est vraiment le système est tout à fait comparable. Au niveau des plantes répulsives, donc là, je pense que d'autres instituts ont beaucoup plus travaillé que nous. On a du mal à évaluer ce système-là. On a essayé de tester des choses. On a du mal surtout à faire un protocole qui nous permette d'évaluer la répulsion d'une plante. Vous voyez que là, on arrive très bien à évaluer l'attractivité d'une plante pour un ravageur, mais sa répulsion, on n'y arrive pas beaucoup. Et ce qui nous permet, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire les cribles de répulsion avant de tester les plantes en culture, ce qui fait que ça ferait si on devait tester toutes les plantes qu'on imagine, ça ferait des protocoles gigantesques avec des interactions entre les parcelles qui seraient possiblement fortes. Donc c'est un domaine qu'on n'a presque pas travaillé et je pense que d'autres instituts pourront en parler plus sérieusement que nous. Donc ça, c'est un protocole qu'on avait imaginé l'an dernier et qu'on a testé sans beaucoup de succès, hein. On mettait une plante hyper attractive et puis on comptait le nombre d'insectes attirés par la plante. Et puis on mettait la même plante hyper attractive avec une plante répulsive à côté et on notait également le nombre d'insectes sur la plante attractive, on faisait la soustraction et on avait une évaluation de l'efficacité. Sauf que quand on a fait nos notations, on n'a noté pas grand-chose sur les plantes attractives et on en a noté pratiquement autant sur la plante répulsive, qui était un Toubachia. Donc, bon, c'est peut-être notre protocole qui était mauvais, mais en tout cas, il n'a pas super bien fonctionné. Donc, pareil, là, moi, je suis preneur, hein, s'il y en a qui ont des idées pour évaluer la répulsivité d'une plante, je suis entièrement preneur. Voilà. Et donc, je disais, quand on combine les deux, plante piège et plante répulsive, on arrive au système push-pull. Là, vous avez un exemple bien connu en maïs, en zone tropicale, avec du desmodium entre les rangs de maïs et du miscanthus autour pour repousser la pyrale.
et l'attirer sur les bords de parcelles. Donc ça, c'est un système qui est rodé, qui marche bien et qui est utilisé en zone tropicale. Voilà pour la partie ravageur. Tom, est-ce que tu as des questions du coup sur la partie ravageur avant qu'on passe à la partie auxiliaire? Non, pas de questions sur ce sujet. Non, bah, c'est que je suis hyper clair alors. Tu as toujours autant de connexions, ils ne sont pas partis les gens. Non, bah, ils sont peut-être partis, mais ils sont restés connectés. Ah, ça doit être ça. Bon, bah, du coup, on passe à la partie sur les auxiliaires. Donc, on commence par le premier type qui sont les plantes fleuries. Donc, je disais tout à l'heure, hein, l'intérêt d'une plante fleurie, c'est qu'elle fait beaucoup de fleurs. Là, vous voyez sur les diapos, c'est de la potentille arbustive. Et ces fleurs assez ouvertes de forme simple vont fournir beaucoup de nectar et de pollen et pendant une plage de temps assez longue. Ce système, il marche très bien à partir du mois de mai, on va dire. On a un problème pour trouver des plantes suffisamment fleuries précocement. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'auxiliaires précocement, c'est-à-dire en mars-avril. Donc, c'est un système qui est bien adapté pour la fin du printemps, l'été et le début de l'automne. Mais qui n'est pas adapté pour le tout début du printemps ou pour à partir de mi-septembre. En gros, il marche beaucoup moins bien. Donc là, on attire essentiellement les adultes d'auxiliaires floricoles. Donc, dans nos essais, on a attiré essentiellement des cirques et des chrysopes avec nos potentilles et aussi des hyménoptères parasitoïdes. Et on a aussi observé dans nos essais une attraction assez importante d'Orius et de Thrips prédateurs qui normalement ne sont pas super attirés par les fleurs, mais en fait, ce qui se passe, c'est que nos fleurs attirent des Thrips des fleurs, et ces Thrips des fleurs attirent les prédateurs des Thrips des fleurs. Donc, on voit très bien les Thrips prédateurs ou les Orius qui sont dans les fleurs en train de chasser les Thrips. Donc, ce système permet aussi d'attirer ce type d'auxiliaire dans les parcelles. Je vous ai mis aussi d'autres bestioles qui étaient fortement attirées. Là, c'est plus par les apiacées. Ça va être les cantharides, tout groupe des coléoptères prédateurs généralistes. Et puis, tout ce qui est mouches taquinaires sont aussi beaucoup attirés par les apiacées. Je le mets ici. La plante fleurie ne doit pas héberger de population de ravageurs polyphages ou spécifiques. C'est-à-dire, on ne peut pas coupler un système de plantes réservoirs à un système de plantes fleuries, c'est-à-dire des ravageurs dans le feuillage et de la fleur au-dessus. Parce qu'alors là, qu'est-ce qui se passe? Les auxiliaires arrivent sur la fleur, se nourrissent de la fleur et vont pondre sur les ravageurs qui sont sur la plante fleurie au lieu d'aller pondre sur les ravageurs de la culture. Donc, une plante fleurie, c'est bien une plante qui héberge très peu de ravageurs et qui fleurit longtemps et abondamment. On a testé le système où on couple plantes réservoirs ou plantes relais avec des fleurs. On a testé, c'était quoi? C'était la Tanaisie, je crois. Oui, c'était la Tanaisie. Et avec un échec retentissant. On va préférer une plante, le choix botanique de la plante qu'on utilise, on va préférer une plante qui attire beaucoup de diversité d'auxiliaires et pas une plante qui attire beaucoup un type d'auxiliaire. Vous voyez la potentille, il n'y a pas des populations énormes d'auxiliaires dessus, on ne voit pas des dizaines et des dizaines de bestioles dessus, mais on voit très souvent des cirques, des chrysopes, des hyménoptères, etc. Et c'est ce type de plante qui va être le plus intéressant parce qu'il attire une grande diversité. Et cette diversité fait que le système est plus robuste. C'est-à-dire que si je mets mes plantes fleuries parce que je m'attends à avoir du puceron, si je mets une plante fleurie qui attire que les régulateurs de pucerons, ben si cette année-là, il n'y a pas de puceron mais qu'il y a du thrips, ma plante fleurie, elle ne sert à rien et j'ai un problème thrips. Par contre, si ma plante fleurie attire à la fois les régulateurs du puceron et du thrips, que cette année j'ai du puceron ou du thrips dans ma culture, ma plante fleurie va apporter son avantage. Donc, on va vraiment privilégier la diversité d'espèces. De toute façon, la reproduction se fait dans la culture. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un grand nombre d'insectes sur la plante fleurie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de reproduction dans la culture. Et il faut se méfier des plantes hyper attractives.
Les plantes qui sont vraiment très, très, très attractives, ça, faut s'y méfier parce que très certainement, c'est des plantes qui vont être assez spéciales pour le régulateur considéré et qui vont peut-être être, qui peuvent être un piège pour l'auxiliaire. Par exemple, il y a l'Achillea laureus. Quand on tape une fleur d'Achillea, il y a des dizaines d'Orius, mais le seul problème, c'est que l'Achillea, c'est un site de ponte pour Orius très privilégié et que quand on met des Achillées dans des cultures où on fait des lâchers d'Orius, ça devient une plante piège à Orius. C'est-à-dire que les Orius, ils quittent la culture pour monter sur l'Achillea et ils ne redescendent pas dans la culture. Donc là, on a vraiment faut faire vraiment attention à ça. Ok, ça va? Alors typiquement, super schéma, c'est des vieux schémas, ça. Ouf, il doit avoir 10 ans au moins. Donc, les plantes fleuries, ça a à la fois l'intérêt d'attirer les auxiliaires par les fleurs, mais ça a aussi l'intérêt de conserver la génération suivante dans la parcelle. C'est-à-dire que dans un champ, il y a toujours des régulateurs qui vont passer et qui vont pondre. Et quand la génération suivante sort, s'il n'y a pas de fleurs dans la parcelle, l'auxiliaire va sortir de la parcelle. Tandis que s'il y a des fleurs dans la parcelle, ils vont plutôt rester à l'intérieur de la parcelle, et ce qui va les inciter à repondre dans la parcelle. Et du coup, on arrive à augmenter les populations d'auxiliaires dans la parcelle grâce à la présence de fleurs. Donc par une attraction et un maintien. Donc là, on a deux actions différentes avec le même type de plante. Là, je vous montre un petit exemple. C'était là, on avait mis de l'anthémis et de la lys en plante fleurie. Et on voit qu'on a eu, dans notre essai, on était sur un essai sur rosier, on a eu un impact de nos plantes fleuries sur environ 9 mètres de rayon. On voit bien qu'à partir de 9 mètres, les deux courbes pucerons et auxiliaires se stabilisent. Donc voilà les exemples en production. Donc en haut, c'est en production de rosier, en bas, c'est en production de trix. Donc c'est ce que je vous disais. En haut, dans la culture, on a vu une augmentation des cirques et des chrysopes. Et en bas, dans la culture, on a vu une augmentation des orius et des trix prédateurs. Et quand on regarde ce qu'il y avait dans les fleurs, il y avait les 4 bestioles. Donc on arrive à quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a un réservoir. Le réservoir, il faut qu'il soit le plus large possible, avec la plus grande diversité possible. Ma plante fleurie, il faut qu'elle attire pareil la plus grande diversité possible. Et après, suivant le ravageur de la culture, j'ai un flux sélectif des auxiliaires pour gérer le ravageur. OK. Plante à pollen, presque le même principe. On met une plante qui fait des fleurs, mais dont le pollen se libère dans l'air. Et ce pollen va se déposer sur le feuillage de la culture et les auxiliaires vont pouvoir s'y nourrir. C'est quelque chose que nous, on a testé pour les acariens prédateurs. C'est un truc assez spécifique. C'est pour lutter contre les acariens phytophages et avec des efficacités assez importantes. Donc là, c'est le même principe que la plante fleurie, mais pour d'autres types d'auxiliaires. On a un problème avec ce système-là. On utilise Sorbaria sorbifolia, qui est une plante qui a été testée par les Canadiens avec succès. On l'a retestée chez nous. Effectivement, elle marche très bien, mais elle est sensible à l'acarien, ce qui n'est pas forcément top quand on veut lutter contre l'acarien. Donc, on espère trouver d'autres plantes. Donc, on va aller chercher du côté des graminées, des joncs, des carex, donc vraiment des plantes fortement anémophiles. Et le problème qu'on va avoir, c'est de trouver une plante à floraison longue ou floraison remontante pour qu'on n'ait pas une floraison sur 15 jours et un impact sur 15 jours, mais qu'on ait quelque chose sur plusieurs mois. Donc là, il va falloir qu'on commence à chercher ça d'un point de vue botanique. Il va falloir qu'on aille chercher des plantes anémophiles à floraison longue, ce qui, j'ai l'impression, est assez contradictoire. Mais bon, après, ce sera peut-être plusieurs plantes, plusieurs espèces dans le même pot avec des floraisons successives. Donc, on a quand même testé notre Sorbaria, qui n'est pas utilisé en production, c'est clair, parce que ça fait peur aux producteurs. Mais vous voyez, donc sur les coûts, c'est pareil, on arrive à réduire les coûts de la PBI avec ce système-là, assez facilement. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même principe, la même philosophie que Nutrimite ou Mindfood. Nutrimite, c'est du pollen qui est envoyé dans la culture, c'est vendu par BioBest. Mindfood, c'est des acariens neutres qui sont mis dans la culture pour servir de nourriture complémentaire.
Et ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Bioline qui vend ça. Donc, c'est exactement le même principe. Après, on choisit le système qu'on veut, soit la plante à pollen, soit Nutrimite, soit Mindful. Là, je vous montre un tout petit résultat. À gauche, vous avez de la PBI classique. Ce qui est intéressant, c'est les petites flèches oranges. Vous voyez que les petites flèches oranges, c'est les lâchers d'acariens prédateurs. Il y en a eu 7 dans les 2 répétitions qui sont montrées ici. Et à droite, c'était les essais avec les plantes à pollen. Et vous voyez que les populations de ravageurs, c'est les populations en bleu, sont assez comparables dans les 4 itinéraires. Mais par contre, il n'y a eu que 3 ou un seul lâché dans les itinéraires avec plantes à pollen. Donc là, on voit bien l'intérêt de ce principe-là, c'est de nourrir l'auxiliaire et de le maintenir dans les cultures. Du coup, on n'a pas besoin de le ramener souvent et du coup, on gagne des sous. C'est toujours ce qu'on veut. Et enfin, les plantes habitat. Donc là, ce n'est pas des plantes, c'est des fagots, c'est des morceaux de plantes habitat. Donc vous voyez, c'est un essai qu'on a fait cette année. On a mis des fagots avec diverses espèces de ligneux suspendus comme ça au-dessus d'une culture. Et on a regardé qui venait. Donc, on ciblait l'hyménoptère pamphrédon, donc, qui est un petit hyménoptère chasseur, c'est-à-dire qu'il va aller chasser ses proies. Donc là, lui, il chasse le puceron. Il chope les pucerons sur les plantes, il les ramène dans la tige où il a creusé une galerie. Il va les stocker à l'intérieur. Et puis, une fois qu'il y a suffisamment de pucerons, il pond un œuf et il referme avec une cloison et il commence une seconde loge, etc. Et il remplit sa galerie avec du puceron où il met ses œufs. Et c'est quelque chose qui paraît anecdotique. Ça a été beaucoup étudié par Fabre. Ça paraît anecdotique, mais en fait, ça fait 2 ans qu'on fait des essais sur la station. L'an dernier, on a regardé si on arrivait à tirer la bestiole. Oui, on a réussi à tirer la bestiole. Cette année, on l'a mis dans une parcelle avec une petite production. Et en fait, en 2020, là, sur les 6 mois d'essai avec 12 fagots de 30 tiges, l'estimation du nombre de pucerons chassés, c'est presque 300 000. Donc, on se dit que ça n'a peut-être pas un impact si neutre que ça. Et je ne sais plus c'est quoi ma diapo d'après. Non, vous ne l'aurez pas, vous l'avez dans l'axe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de galeries, donc de plus en plus de populations plus la saison avance. Donc, on arrive à maintenir, du coup, on a l'attraction, mais on a aussi le maintien de l'auxiliaire dans les parcelles. Donc voilà, ça c'est un vieux truc, hein, c'est les hôtels à hyménoptères, hein, ni plus ni moins. Mais c'est peut-être un truc à regarder, en tout cas pour notre secteur, c'est pas beaucoup étudié, c'est peut-être un truc à regarder de manière plus précise. Voilà, donc le principe, voilà, on fournit un habitat où l'hyménoptère va pouvoir stocker ses proies dans les loges, y pondre, et puis en plus on a le maintien puisque la génération suivante a l'habitat à proximité. Et si on couple ça avec une plante fleurie, on peut nourrir aussi l'adulte en même temps qu'on lui fournit l'habitat. Donc dans la théorie, on ne l'a pas encore prouvé, là pour l'instant c'est de la théorie, on devrait pouvoir encore optimiser la chose en fournissant les fleurs qui vont bien pour nourrir l'adulte. Et enfin, on passe aux plantes relais ou plantes réservoirs. Donc là, le principe est beaucoup plus compliqué. Donc on a une plante avec un ravageur spécifique qui va attirer des auxiliaires généralistes qui vont pouvoir faire l'aller-retour entre la plante relais et la culture. Donc, vous allez voir, attends, il faut que je regarde quand même ce que j'ai mis. Ouais. Ça, c'est ce qu'on imagine. Alors, pour moi, on a étudié ce système pendant 6 ans. On a fait 3 ans en pépinière, 3 ans en concombre, et on a même fait aussi 3 ans en culture de cerisier avec un système de plantes réservoirs. Et c'est présenté dans l'axe 4. Ma conclusion, c'est qu'on se plante dans le choix de la plante réservoir. On choisit mal nos plantes réservoirs et du coup, ça provoque des échecs. En plus, on est un truc avec plein d'intervenants. Il y a un ravageur spécifique, le ravageur de la culture, des auxiliaires spécifiques et des auxiliaires généralistes. Il y a 4 intervenants. Ça devient des systèmes non stables. On appelle ça du chaos déterministe, c'est-à-dire si c'est non stable, c'est ingérable. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire à moyen terme ou à court terme ce qui va se passer.
peut y avoir tout d'un coup l'effondrement du ravageur spécifique ou l'effondrement du ravageur dans la culture ou l'effondrement des auxiliaires généralistes ou leur pullulation. Donc, c'est des choses non gérables, non prédictibles. Et du coup, ça nous pose quand même des problèmes de dire à un producteur, tu vas mettre ça et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais je ne peux pas t'assurer, je ne peux pas te dire si ça va marcher ou pas. Et en plus, vous allez voir, c'est un système qui peut provoquer des effets négatifs. Une plante fleurie, si la plante fleurie est bien choisie, il n'y a pas d'effet négatif possible. Au pire, elle ne fait rien. Au mieux, elle apporte un avantage. Ici, il peut y avoir des effets négatifs et des effets fortement négatifs. Donc, c'est vraiment un système qui est très connu, mais qui, pour moi, est le plus casse-gueule. Il ne faut pas que j'utilise des gros mots parce que c'est enregistré. Après, ça va être sur le net et tout. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et du coup, on fait la confusion quand on utilise ces systèmes-là et qu'on les met en pratique. On fait la confusion, je pense, et c'est tout à fait naturel, entre ce qu'on aimerait qu'il se passe et ce qui se passe en vrai. En fait, voilà, j'ai mis plante réservoir des auxiliaires bien élevés. On aimerait que les auxiliaires soient très bien élevés et qu'ils sachent quoi faire, c'est-à-dire qu'on a la culture et la plante réservoir en même temps et on a des auxiliaires spécifiques qui arrivent sur la plante réservoir, des ravageurs pardon, spécifiques qui arrivent sur la plante réservoir avant les ravageurs de la culture. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que les auxiliaires généralistes et pas les spécifiques, les généralistes arrivent sur ces ravageurs spécifiques et que quand ils s'y maintiennent, ils s'y reproduisent et que quand le ravageur de la culture arrive, les auxiliaires sont tellement bien élevés que tout de suite ils migrent dans la culture pour contrôler le ravageur dans la culture et que quand il n'y a plus rien dans la culture, ils reviennent gentiment sur la plante réservoir. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Sauf que je pense que les auxiliaires ne raisonnent pas forcément comme ça. Et je l'explique aussi dans l'axe 4. Et ça, c'est une autre représentation de ce que je viens de dire. Ça, c'est ce qu'on souhaite, avoir un effet positif de renforcement de la population d'auxiliaires par ces plantes réservoirs qui fournissent un réservoir d'auxiliaires. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est soit ça, soit ça. Donc, soit on a un ravageur spécifique qui attire des auxiliaires spécifiques, en particulier les parasitoïdes, et que du coup, ces parasitoïdes ne vont pas du tout dans la culture. Donc, en fait, on a plein d'auxiliaires sur notre plante réservoir, mais on n'a rien dans la culture. Enfin, on n'a pas plus dans la culture. Donc là, il n'y a pas d'effet. Ou bien on a un effet négatif, c'est-à-dire que notre plante réservoir a été choisie tellement bien que le ravageur spécifique est hyper attractif pour les auxiliaires, il est plus attractif que le ravageur de la culture pour les auxiliaires, et du coup, ça détourne les ravageurs qui auraient été sans plante réservoir dans les cultures, ça la détourne de la culture et ça va sur la plante réservoir. Du coup, il n'y a plus du tout de régulateur dans la culture et on a un effet négatif. Là, on obtient une plante piège à auxiliaire et pas une plante réservoir d'auxiliaire. Et ça, c'est ce qu'on a observé, nous, sur cerisier. Deux années de suite, on a observé exactement ce phénomène-là, avec une aggravation des attaques sur les parcelles avec plante réservoir. OK, donc ce système, c'est très bien pour faire un réservoir. Du coup, pour moi, dans un premier temps, il faut déjà utiliser les autres systèmes où il n'y a pas d'effet ou peu d'effets négatifs possibles, c'est-à-dire de la plante fleurie, de la plante piège, de la plante répulsive, etc., avant de commencer à utiliser celui-là. Et ça, plante réservoir, c'est pour faire un réservoir. Donc ça, ce n'est pas à considérer pour moi comme une plante de service, c'est à considérer comme un réservoir. On fout ça au bord de la parcelle et ça fait mon réservoir d'auxiliaire. Hein. Pour que ce soit dans la parcelle, on ne va pas choisir les mêmes plantes. Et pour laisser un peu de suspense, on explique ça dans l'axe 4. Voilà. Alors maintenant, je vous ai présenté plein de types de plantes et il y en existe encore certainement d'autres qui n'ont pas été listés ici. Et maintenant, quand on est confronté à un problème, quelqu'un qui vient me dire moi, dans ma culture, j'aimerais bien utiliser des plantes de service, qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien, il faut quand même une petite méthode pour choisir à l'intérieur de tout ce type de plantes. Donc, là, très simplement, déjà, on va étudier de manière approfondie la biologie du ravageur. Savoir s'il est polyphage,
s'il est mobile, s'il y a des failles biologiques dans son système, dans son cycle de reproduction, etc. Et on va privilégier le système de plantes de service le plus simple, c'est-à-dire dans mes petits schémas, ceux qui ont le moins de flèches. Donc, c'est les systèmes les plus simples qui sont les plus robustes. Et on va essayer d'abord ces systèmes-là. Et avoir le moins de flèches, ça veut dire ne pas avoir d'auxiliaire. Donc, dans un premier temps, on va tester les choses qui ne mettent pas en jeu les régulateurs. C'est-à-dire, on va mettre en chose de la plante piège ou de la plante répulsive. Et si on n'y arrive pas, on va aller voir les plantes qui gèrent les auxiliaires. Si quand on va gérer les plantes qui gèrent les auxiliaires, qui les attirent, qui les maintiennent, il faut très bien connaître la biologie de l'auxiliaire pour choisir la plante de service adéquate. Adulte floricole, on se tournera vers de la plante fleurie. Du polyphage qui mange aussi du pollen, des champignons, des acariens et tout ça, on va choisir de la plante à pollen. Est-ce qu'il manque un habitat dans l'environnement ou pas, etc., etc. Donc, ça demande de faire de la biblio déjà sur la biologie des bestioles. Et après là, je vous ai mis un micro-arbre de décision qui serait à revoir et à affiner. Depuis que je l'ai fait, j'ai changé d'avis sur un ou deux trucs. Mais en gros, vous voyez, vous avez le ravageur, vous regardez la biologie, si c'est un mobile, polyphage, plante piège, sinon plante répulsive. Et puis, si ça ne marche pas, on passe aux auxiliaires, abondant synchrone avec les attaques. Est-ce que c'est un auxiliaire un auxiliaire floricole, donc dont l'adulte mange du pollen et du nectar, on ira sur la plante fleurie. Généraliste polyphage, on ira sur la plante à pollen, mais parasitoïde, plutôt des plantes nectarifères, etc. Et vous voyez les choix, ça ce sera affiné parce que c'est pas. Je pense que là, on a acquis encore plus de connaissances pour pouvoir affiner ça encore un peu plus. Mais c'est important d'avoir ces méthodes pour ne pas tester tout azimut et à la fin pas savoir très bien conclure. Il est important d'avoir cette méthode pour tester d'abord les trucs qui vont marcher le mieux et puis de tester ensuite les trucs qui sont plus difficiles à gérer ou bien où le succès est plus hasardeux. Donc de concentrer les efforts sur ce qui a le plus d'espoir de marcher. Voilà sur toute cette théorie. Tom ou Alicia, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe sur un exemple? Oui, avant que tu passes sur l'exemple et sur la réflexion de la stratégie, on a une question très intéressante d'Anne Guérin, parce que tu fais pas mal le focus sur le fait que quand on choisit l'espèce, l'espèce botanique de notre plante de service, il ne faut pas qu'elle ait de ravageurs en commun avec la culture, sinon ça peut devenir un foyer de ravageurs. Oui. Mais du coup, qu'en est-il des maladies? Et notamment, par exemple, si on utilise la potentille qui est une rosacée, donc en verger de pommier par exemple, il peut y avoir des maladies communes et notamment par exemple le feu bactérien, ce serait un petit souci. Et Ouais. du coup, a-t-on des infos là-dessus? Eh bien, c'est une très bonne question. Voilà. Merci. Non, et c'est exactement le même principe. Il va falloir éviter les plantes qui ont la même maladie que la culture. Je pense que c'est exactement le. Alors, je disais l'exemple du rosier et de la vigne pour l'oïdium. En fait, il faut savoir que ce n'est pas le même oïdium qui est sur rosier et vigne. C'est simplement que c'est deux espèces d'oïdium différentes et celle du rosier apparaît un peu plus tôt que celui de la vigne, et ce qui permet d'alerter. Donc là, il n'y a pas de risque. En fait, dans le système rosier-vigne, il n'y a pas de risque que l'oïdium du rosier passe sur la vigne. Mais les oïdiums, c'est un peu spécifique parce que c'est vraiment en général très spécifique à une plante. Après, pour les autres maladies, je ne sais pas parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas, sur le principe, c'est tout à fait exact où il faut éviter d'avoir la même maladie sur la plante de service et dans la culture. Donc, effectivement, la potentille rosacée en culture de rosacée, on va éviter. On va mettre un autre type de plante de service. Voilà, oui, parce qu'on ne sait pas si la potentille peut être vectrice aussi ou pas de feu bactérien. Sur Ouais. le rosier et la vigne, dans la biblio, ça doit se savoir. Il faudrait faire un peu de biblio pour le vérifier. ouais, peut-être. Sur le rosier et vigne, il y a eu débat tout à l'heure quant à l'utilisation des rosiers en bout de rang.
on pourra éventuellement y revenir peut-être dans un autre axe ou plus tard, ou je ne sais pas. Alors en Champagne, ils remettent beaucoup de rosiers en début de rang de vigne, mais c'est surtout pour faire beau et pour que les touristes soient contents, hein. Voilà, c'est un peu ce que disait Gilles tout à l'heure, qui avait un effet décoratif plus que Ouais. détection d'oïdium. Mm. On a une autre question ici. Je la lis en même temps, enfin je la découvre en même temps. Y a-t-il un intérêt à lister l'ensemble des interactions espèces-variétés de plantes de service avec les espèces ravageurs et auxiliaires? Il faudra peut-être que... Euh, Certainement, mais il faudrait préciser la question. Je vois. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, en gros, de faire une base qui montre quel auxiliaire va sur quel ravageur qui va sur quelle plante, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça l'idée pour éviter Ah justement bah, ça, de ce serait génial, ça. avoir tous les critères de façon à catégoriser les plantes pour ne pas justement risquer d'utiliser par exemple de la Ouais. potentille en verger. Bah, ce serait absolument génial. Nous, en interne, on fait ça avec les parasitoïdes de pucerons, les pucerons et les plantes. On épluche la biblio et puis on remplit une base de données comme ça. Et ça permet effectivement quand on va choisir une plante réservoir, par exemple, d'utiliser une plante réservoir qui n'attire pas de parasitoïdes spécifiques, mais qui attire bien que des parasitoïdes généralistes qui vont à la fois sur le ravageur de la plante réservoir et sur le ravageur de la culture. Et effectivement, ce serait génial si on avait une base pour l'ensemble des bestioles, mais là, il va falloir qu'on bosse dur, hein. C'est tout? Je crois que c'est tout si on n'a rien oublié. Et ben dans ce cas, on passe à l'exemple conceptuel. Donc, je vous donne, c'est un exemple que je donne assez souvent parce que je le trouve intéressant, puisqu'il lie pas uniquement les ravageurs, mais il lie aussi le climat. Par contre, c'est une culture qui est totalement anecdotique en France, hein, c'est la reine des prés. Voilà. Donc, il faut savoir que la reine des prés est cultivée pour, euh, pour des propriétés médicinales ou aromatiques, je ne sais pas trop exactement. Et, euh, et on avait été visiter, il y a très longtemps, on avait été visiter un producteur et qui nous disait qu'il était embêté avec ses rennes des prés par la tentraide. Et effectivement, son champ était totalement ravagé par la tentraide. Donc, on s'est dit, tiens, c'est un exemple intéressant, ce n'est pas notre secteur et ça montre comment on peut réfléchir sans connaître bien la culture de la reine des prés, hein, je ne maîtrise pas du tout cette culture-là, mais comment on peut réfléchir pour proposer des protocoles. J'avais fait le même exercice avec les cerisiers, mais d'ailleurs, du coup, maintenant, je retire mes plantes réservoirs du dispositif que j'avais proposé pour les cerisiers en pleine terre, puisque j'ai constaté que ça a un effet totalement négatif. Donc d'abord, bien connaître la culture, hein, c'est la base, durée de culture, période d'intervention, quels sont les problèmes de cette culture et quelles sont les solutions déjà connues et utilisées, puisque ce qui est déjà utilisé va apporter des contraintes par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre en place ou ne pas mettre en place. Et suivant ces informations, on va choisir des plantes de service a priori efficaces. Alors, prenons la reine des prés, donc c'est ça. Là, vous avez le champ de reine des prés du producteur. Et donc, c'est une culture pérenne, c'est une culture à rhizome, donc qui perd tout son appareil végétatif pendant l'hiver. Besoin d'ombre, besoin d'eau, ravageur principal, la tentraide. Alors, la tentraide, c'est un truc, c'est pas beaucoup travaillé, ça s'attaque beaucoup aux rosacées et c'est une bestiole qui n'est pas beaucoup étudiée quand même, hein. Besoin d'ombre. Donc là, on pourrait imaginer donc, de l'agroforesterie, hein, typiquement. Là, vous avez des exemples pour la vanille et le café. Le café, ça se fait plus trop. La vanille, ça se fait plus trop, puisque la vanille, maintenant, ils mettent ça sous tunnel avec ombrière. Et puis le café, en général, ils retirent les arbres au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans les cultures traditionnelles de café et de vanille, ben, on faisait exactement ça, hein. On avait nos arbres pour fournir de l'ombre à la culture ou fournir le support et ombre pour la vanille. Et là, c'était une photo de production à La Réunion de vanille. Donc là, on a une plante de service, je trouve ça intéressant. C'est
une plante de service qui est installée pour le climat et qui va potentiellement apporter des intérêts pour la régulation de la tentraide. Alors, cette tentraide, c'est qui? C'est Cladius difformis. C'est une espèce polyphage et vous voyez, ça a des ailes. Et bien là, polyphage avec des ailes, oh, là, j'ai mon petit indicateur qui se met en route et je me dis plante piège. Plante piège, système efficace quand il marche bien. Et je regarde sur quelle plante cette bestiole va. Ça va aussi sur rosier et sur fraisier. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est installer une bande piège autour de ma parcelle de Rennes des Prés ou des petits patchs par-ci par-là pour attirer ce ravageur. Je n'ai pas fait les tests d'attractivité. Je ne sais pas si le rosier est plus attractif que la Reine des Prés pour cette bestiole-là. Hein. Donc, la première chose qu'on aurait à faire, c'est lister les plantes hautes de cette tentraide, regarder les spectres de ravageurs sur l'ensemble de ces plantes, des autres ravageurs sur l'ensemble de ces plantes, comparer avec la Reine des Prés, sélectionner les plantes les plus prometteuses et faire un test d'attractivité, de sensibilité face à cette tentraide. Donc, ça veut dire aussi mettre cette tentraide en élevage ou bien avoir un endroit où on sait qu'il y en a tous les ans. Sinon, on peut mettre plusieurs années avant d'avoir le résultat. Donc là, imaginons, on a fait les tests et on trouve que le rosier est plus attractif, beaucoup plus attractif que la Reine des Prés. Donc là, on va pouvoir utiliser le rosier en bordure de parcelle. Et en plus, ça fera joli, comme pour la vigne. On poursuit, il y a d'autres types. Il y a des auxiliaires quand même qui bouffent cette bestiole-là. Alors là, on a piégé notre tentraide. Il y en aura certainement qui resteront dans les cultures. Est-ce que je peux jouer aussi là-dessus? Il y a deux types. Le spectre d'auxiliaire de cette bestiole n'est pas très connu. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé les oiseaux, les punaises et les mouches taquinaires. Donc, les mouches taquinaires, c'est un parasitoïde. Hein, et puis, les deux autres, c'est des prédateurs. Donc là, on peut imaginer que les oiseaux, on va les attirer en installant des nichoirs. Et puis, ça tombe bien parce qu'on a fait de l'agroforesterie. Donc, on va pouvoir installer nos nichoirs facilement dans nos haies, enfin dans nos lignes d'agroforesterie. Et puis, les mouches taquinaires, on en voit très, très souvent sur les floraisons d'apiacées. Et puis, on en voit en abondance. Alors, pareil, je ne connais pas assez ce groupe de taquinaires pour savoir si les espèces attirées par les apiacées sont aussi les espèces qui parasitent la tentraide. Ce sera à vérifier. Mais en tout cas, c'est un type de plante qui est très attractif pour ce groupe d'auxiliaires. Donc là, on pourrait utiliser l'apiacée en tant que plante fleurie. L'apiacée a des ravageurs spécifiques, en particulier des pucerons, mais en général, c'est des pucerons qui sont vraiment liés aux apiacées. Donc là, il faudrait le vérifier, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui pourraient passer sur la Reine des Prés. Et au final, on aboutirait à un aménagement comme cela. Donc, on a notre parcelle à la base qui est la parcelle verte. On va installer des arbres en haie pour faire le climat. Et du coup, je sépare mon champ en deux pour mettre une haie au milieu. Je m'assure bien que mes haies sont bien disposées est-ouest pour faire le maximum d'ombre. Hein. Et puis, je mets des petits patchs d'apiacées à l'intérieur de ma parcelle. Hein. Vous avez vu que ça, c'est ma pompe. Donc, il faut que ce soit à l'intérieur de la parcelle. Mes nichoirs à mésanges, je vais pouvoir les installer sur les haies, sur les arbres. Et puis, ma plante piège, eh ben, je vais l'installer en bordure. Donc là, j'ai mis toute la bordure. Ça peut peut-être être pas si grand que ça. Hein. Ça peut peut-être être des patchs par-ci, par-là, sur le bord de ma parcelle. Et là, j'ai un système qui inclut des aménagements, des réservoirs. Hein. Les arbustes sont souvent attaqués par des tentraides aussi. Hein. Donc là, je vais peut-être réussir à avoir un réservoir d'auxiliaire des tentraides que je vais pouvoir attirer avec mes plantes fleuries. Et puis, j'ai mes mésanges qui vont aussi aller dans la culture bouffée et mes rosiers qui détournent les adultes. Et là, j'ai un système complet qui devrait, s'il est testé, réussir à résoudre le problème de la tentraide sur la Reine des Prés. Si quelqu'un fait le test un jour, je veux bien les résultats, ça m'intéresse. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein, mais faut bien connaître la culture et les ravageurs. Et voilà, j'en ai fini, moi, de ma présentation.
Est-ce que tu as d'autres questions, Tom? Oui, je remonte le fil, j'avais oublié une question d'Hélène. Donc, Hélène, qui est une sentimentale et qui s'inquiète pour la bonne forme des auxiliaires, demande comment, dans le RMT, seront prises en compte les pratiques intraparcellaires, puisque elle nous dit c'est pas hyper sympa d'attirer les auxiliaires en dehors de leur IAE avec des bonbons dans les parcelles pour ensuite les détruire à coups de pulvé ou de labour, par exemple. Ah, bah, c'est sûr qu'il faut adapter les pratiques agricoles pour éviter de tuer les auxiliaires qu'on attire. Ça, c'est évident. C'est la base. Mm. Donc, je suis d'accord avec Hélène. Ouais, ma question derrière, du coup, je me permets de compléter, c'était surtout comment ça va être pris en compte dans le RMT. Alors, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut y répondre, hein, mais quand on voit qu'on veut récolter des données, tout ça, ça pose la question aussi de quelles données on prend par rapport au système de production. Et Oui, je pense qu'un des pas qu'on avait commencé à initier au sein de l'ancien RMT, qu'il faut continuer, c'est faire le lien entre ce qui se passe justement inter ou intra-parcellaire avec notre regard à nous versus ce que étudient d'autres réseaux sur vraiment les pratiques et les systèmes de culture. oui, oui. Oui, on l'avait mis en objectif. On l'avait conservé, oui, ce lien. Et c'est tout à fait exact qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques qui vont favoriser la régulation naturelle, qui vont être totalement incompatibles avec d'autres pratiques agricoles, et il va falloir à ce moment-là faire des choix. J'ai une autre question de Christophe qui demande quelle est la stratégie pour gérer plusieurs ravageurs à la fois. Est-ce que l'arbre de décision que tu as montré tout à l'heure par rapport au choix de type de plante en fonction de la biologie de la bestiole, est-ce qu'on réfléchit à cet arbre de décision pour chaque espèce ou est-ce qu'il y a un autre raisonnement à faire puisqu'on veut en gérer plusieurs à la fois? Alors, ça va dépendre de la culture. Pour certaines cultures, on a un ravageur principal et là, on n'a pas de question à se poser. Pour d'autres cultures, on peut avoir deux ravageurs principaux. Par exemple, typiquement le chrysanthème, on va avoir pucerons et thrips. Et là, on va essayer d'avoir, pour la plante fleurie, d'avoir un truc qui attire les auxiliaires à la fois du puceron et des thrips. Et quand on a une multitude de ravageurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de favoriser au maximum, non pas les auxiliaires spécifiques de ces ravageurs, c'est-à-dire le cirque pour le puceron, etc., mais plutôt des auxiliaires généralistes qui vont pouvoir manger n'importe quel ravageur, comme des cantharis, les cantharis, les carabes, staphylins, oiseaux, enfin oiseaux je connais pas assez bien, mais des araignées, etc. Et ces auxiliaires généralistes, s'ils sont très très performants, on n'a plus besoin des auxiliaires spécialisés puisqu'il n'y a pas de pullulation. Mais là, c'est fortement optimiste. Je pense qu'on n'en est pas encore là dans les prescriptions, mais théoriquement, si on arrive à avoir suffisamment d'auxiliaires généralistes, c'est-à-dire très polyphages dans les cultures, on n'a plus de problème de ravageurs, quel que soit le ravageur. Mais ça, c'est de la théorie, hein, ça reste à prouver. Donc après, combiner, moi je pense s'il y a 3-4 ravageurs sur une plante, sur une culture, on sait qu'il y en a un ou deux qui sont vraiment économiquement très importants. On va cibler notre système de production, notre aménagement sur ces un ou deux ravageurs. Après les autres, peut-être que comme on améliore l'environnement, on améliore aussi le niveau de régulation naturelle de base, on va dire, qui est lié à la biodiversité et à ses auxiliaires généralistes. Et peut-être que les autres ravageurs deviendront des phytophages, c'est-à-dire ils sont présents sur la culture mais ne causeront pas de dégâts économiques. Peut-être. Mais je ne vais pas conseiller, s'il y a 4 ravageurs, je ne vais pas conseiller de. Enfin, je ne pense pas que je conseillerais de mettre 4 systèmes différents en parallèle pour gérer les 4 ravageurs, parce que là, on va avoir des interactions entre les systèmes et on risque d'avoir des trucs tout bizarres, tout inattendus. Ou sinon, il faut y réfléchir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et on remarque qu'on a un complément sur le fait qu'il faut faire attention que certains prédateurs généralistes peuvent aussi manger d'autres auxiliaires. Ah bah oui, bah comme l'araignée là qui est en photo, hein, Voilà. cette superbe araignée crabe qui est sur la potentille et qui attend que le cirque arrive pour le bouffer, quoi.